La suite de 100% politique qui va être bouleversée parce qu'à l'instant, on a appris qu'un militaire de la force Sentinelle qui se trouve gare de l'Est a été attaqué à coups de couteau. Un militaire de l'opération Sentinelle victime d'un coup de couteau alors qu'il patrouillait gare de l'Est à Paris, annonce Gérald Darmanin. Son pronostic vital n'est pas engagé. L'auteur a été interpellé, mais vous imaginez le stress autour de cette gare de l'Est. Le stress en particulier aujourd'hui où il y a énormément de monde, énormément de touristes qui sont venus voir la flamme olympique, qui parcourt les rues de Paris. Énormément de gens qui vont venir à Paris. Et c'est en principe, évidemment, l'opération Sentinelle, les militaires de l'opération Sentinelle sont là pour sécuriser les points qui sont censés être peut-être les plus tendus. Je salue Othman Nasri, bonsoir. Nasrou, vice-président de la région Île-de-France, et vous êtes LR, et Charles-Henri Gallois, président de RLC, candidat RN aux législatives. Je crois que vous avez été battu, me semble-t-il. Malheureusement, oui. Vous étiez où ? De peu au deuxième tour. Bon. En tout cas, on avait prévu de parler d'économie ce soir. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais simplement, évidemment, l'actualité étant ce qu'elle est, ce soir, il va nous falloir regarder du côté de la gare de l'Est et conserver ces images en direct. Peut-être, Othman Nasrou, rappeler à quoi sert cette opération Sentinelle qui a été mise en place dès le lendemain des attentats. Tout à fait. En 2015, et évidemment, c'est une opération qui fait que nos militaires sont déployés sur le sol français, ce qui est toujours une exception normalement à la règle, puisque nos militaires sont censés être projetés en dehors sur des théâtres d'opération qui sont à l'international par définition, mais la menace terroriste fait qu'il y a des patrouilles de militaires qu'on voit régulièrement d'ailleurs sur un ensemble de sites sensibles. Et d'ailleurs, il faut saluer l'effort de nos militaires parce que ça n'est pas un travail dans lequel ils sont coutumiers, dont ils sont coutumiers ou qu'ils aiment faire, parce qu'en réalité ils sont là encore une fois pour des opérations d'une autre nature, et ça nous prouve encore ce soir combien la menace terroriste reste importante dans notre pays. Je ne dis pas que nous l'avions oublié, mais je pense que c'est important qu'on se rende compte combien cette menace reste vivace, combien il y a encore sur notre territoire. Alors, avant de parler terrorisme, si vous voulez bien, je ne sais pas si ce soir on peut parler de terrorisme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de la violence, il y en a. Qui est l'auteur, ce qu'il a fait exactement, on n'a pas encore les précisions, ou alors on va être très très prudent sur ce qui a été dit, sur ce qui va être dit dans les prochaines heures, et on va être très attentif si vous voulez bien. Mais c'est le fait en tout cas d'une violence importante. Les gares sont des lieux particulièrement regardés, surveillés, puisque les patrouilles sont importantes, gare de l'Est, gare du Nord, qui sont qui sont les premiers lieux d'où arrivent les touristes. C'est ça qui est doublement terrible. C'est effectivement terrible, mais ça s'inscrit, comme vous le dites, dans le cadre d'une violence qui apparaît sans limite en fait en France. C'est-à-dire que le nombre d'attaques au couteau, l'explosion des attaques gratuites et de ce genre de crimes en fait en France pose un réel problème. Vous savez, c'est pas pour rien si on a axé notre campagne sur 3 thèmes qui nous paraissent essentiels. Le pouvoir d'achat, les Français, ça ne va pas s'améliorer, et on avait mis au cœur aussi de cette campagne l'insécurité et l'immigration. Et je vois que Gérald Darmanin fait beaucoup de déclarations, mais pour ces 2 thématiques, que ce soit l'insécurité et l'immigration, en fait, les chiffres du gouvernement sont absolument catastrophiques. On peut débattre de tout, on peut débattre des modalités, mais il y a la réalité du bilan. Et on n'a pas beaucoup fait, malheureusement, le bilan de la Macronie et le bilan de Gérald Darmanin, que ce soit le taux d'exécution des OQTF, on est sur des plus bas européens avec 7%. Et pour ce qui est de la délinquance, elle explose en France. Et le problème, c'est qu'on assiste à 2 phénomènes. Il y a une sorte de laxisme migratoire et laxisme judiciaire. Évidemment, il y a une idéologie de certains juges qui nous expliquent qu'il faudrait toujours pardonner et qu'il faudrait remettre en liberté les délinquants. Mais il y a aussi la problématique de la surpopulation carcérale. Et or, Emmanuel Macron avait promis de construire 10 000 places de prison. On en est très loin. Et dans les places de prison actuelles, vous avez 19 000 étrangers qu'on pourrait expulser pour avoir des places de prison et pour avoir une politique pénale qui soit beaucoup plus ferme. Et or, on voit un laxisme total et ça se ressent dans les faits. En fait, quand vous avez une impunité totale,
vous faites à peu près ce que vous voulez, et on le voit Je malheureusement. vous demanderai encore une fois d'être un peu prudent ce soir, un tout petit peu prudent, parce que je ne sais pas qui est l'auteur qui a été interpellé, donc on va savoir dans les prochaines minutes son profil, d'où il est, son âge, son identité. Donc juste prenons les faits, bien sûr, mais c'est vrai qu'on vit dans un climat d'insécurité, c'est vrai que les attaques au couteau, l'utilisation des couteaux s'est multipliée, pour une raison que personne ne peut expliquer, il n'y a pas une statistique. Qui est récente, la dernière date de 2017, c'est toujours celle que on cite, mais les attaques au couteau et les gens qui n'hésitent pas à attaquer les militaires, ça c'est un fait et c'est pas la première fois. Oui, tout à fait, et peut-être qu'on peut commencer par dire aussi, c'est qu'on pense à ce militaire, bien qu'il soit sorti d'affaire, apparemment selon les mots de Gérald Darmanin, il a quand même été blessé. Ce que je lis, c'est qu'il a été transporté à l'hôpital, en tout cas il a été blessé à l'épaule. On sait que les militaires ont décidé de servir la France, de consacrer leur vie à la France. Vous savez, il y a quelques jours, c'était le 14 juillet, et on rendait hommage justement aux militaires, à ceux qui ont décidé de consacrer leur vie au drapeau, à notre nation, à notre pays. C'était même hier. L'un d'entre eux, tout à fait, vous voyez, le temps passe vite. Et là, c'est l'un d'entre eux qui a été blessé dans l'exercice de ses fonctions. C'est pour la France, c'est pour nous. Et donc, bien sûr, on pense fort à lui ce soir. On va découvrir le tweet de Sébastien Lecornu, le patron de l'armée. Pensez aux militaires blessés ce soir, la guerre de l'Est déployée dans le cadre de l'opération Sentinelle. Soutien et reconnaissance à nos forces armées qui participent plus que jamais à assurer la sécurité des Français. C'est une mission terrible parce que vous le disiez, c'est pas un terrain d'opération habituel pour les militaires. C'est-à-dire que maintenant c'est devenu habituel parce que malheureusement ils sont là, ils déambulent. C'est pas du maintien de l'ordre, c'est une présence qui est censée être dissuasive, si vous voulez. C'est de la dissuasion. Je crois que j'ai dit maintien de l'ordre tout à l'heure. Par mobilité. J'ai raison, c'est pas du maintien de l'ordre. C'est une dissuasion par mobilité. C'est compliqué. Moi, j'ai toujours pensé, quand on les voit, et vous avez rendu compte à quel point on s'est habitué à ça. Moi, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, on est dans une période évidemment d'énormes tensions. Il y a un événement mondial unique qui va se dérouler à Paris. La flamme, vous l'avez dit, qui se promène aujourd'hui. Beaucoup de monde à Paris. Encore pas tant que ça en réalité. Quand on regarde les scores réels des hôteliers aujourd'hui, c'est pas tout à fait vrai. Mais la réalité, c'est qu'on s'est habitué à les voir. On est gare de l'Est. On n'est pas loin de Montmartre. La flamme était à Montmartre aujourd'hui. Il y a du barriérage, il y avait du monde. Je peux vous assurer que dans ce quartier, un militaire prend un coup de couteau parce que c'est une cible mouvante. C'est aussi ça. Moi, vous ne pouvez pas vous empêcher de le penser quand vous les voyez. D'ailleurs, vous vous rendez compte, ce maintien de l'ordre, c'est pas du maintien de l'ordre, c'est une présence dissuasive, mais ils sont finalement comme des cibles mouvantes parce que un individu, n'importe qui peut surgir avec un couteau. Alors les couteaux, vous en parlez, les couteaux c'est contre les militaires, mais c'est aussi le prolongement aujourd'hui de ce qu'on réglait auparavant au coup de poing. Maintenant, un jeune de 15 ans, de 14 ans ou quelqu'un d'autre peut prendre un couteau aujourd'hui pour régler un différend. C'est ça qui est inquiétant au-delà de ce que vous racontiez. Moi, je pense que les militaires, les malheureux, ils sont dans une position qui est forcément difficile. Et ça nous rappelle combien tout ce qui a une uniforme, en réalité, est une cible. Parce qu'évidemment, il est identifié tout de suite. Et pour ceux qui veulent s'en prendre pour des motivations qui restent à établir, une attaque au couteau contre un militaire, on verra si le mobile terroriste islamiste est retenu. Voilà, malheureusement, il y a eu des précédents du même type. Et donc, en l'occurrence, tout ce qui a un uniforme, un policier, même un policier municipal aujourd'hui, là aussi, il y a eu malheureusement des attaques contre des policiers municipaux. Ça montre combien c'est difficile pour toutes ces forces de l'ordre qui sont mobilisées pour nous protéger, eh bien, de prendre le risque finalement de s'exposer comme cela dans le cadre de leur fonction et d'être une cible pour tous les individus qui voudraient s'en prendre à eux et à travers eux, évidemment, à notre pays, à la République. Mais je veux le redire encore une fois, on avait peut-être oublié combien ces menaces-là existent encore dans notre pays, combien le nécessaire n'est pas fait, ça a été dit, et combien il va falloir que d'une manière ou d'une autre, on mène une lutte acharnée contre tous ceux qui s'en prennent à nos forces de l'ordre. Bon, je constate que ça circule encore sur le boulevard qui est juste devant cette gare de l'Est, qui est quand même sécurisée par des forces de l'ordre, policiers qui sont ici. On a vu arriver un convoi, peut-être celui du préfet de Paris, je ne suis pas sûr encore, on aura les informations les unes après les autres. Mais c'est vrai que ces attaques au couteau, c'est indéniable, et manipulées par de plus en plus jeunes. Alors ça aussi, ça c'est une réalité, c'est un débat. Encore une fois, ce soir, on n'a pas le profil. Le seul fait qu'on a, c'est qu'un militaire a été blessé à l'épaule, il est hors de danger et que l'auteur a été arrêté. Effectivement, je rejoins l'aspect de la cible en fait de l'uniforme. Il y a une forme de défiance et de défi à l'autorité, et je pense très sincèrement, et c'est ce que pense aussi une majorité de Français, que c'est lié à l'impunité. C'est-à-dire que normalement, c'est l'effet inverse que vous devriez avoir. Quand vous avez un uniforme, quand vous avez quelqu'un qui est responsable de l'autorité, en plus dans le cas d'un militaire ou d'un policier, c'est quelqu'un
qui a normalement le monopole de la violence, eh bien, ça devrait avoir un effet dissuasif. Là, c'est le contraire. On est dans le défi de l'autorité. Et je pense qu'une majorité de Français me rejoignent là-dessus, qu'il y a un problème de laxisme, en fait, qui amène effectivement à cette impunité. Si on veut amener ça sur le terrain politique, c'est vrai que sans doute que les Français ont voté à plusieurs reprises récemment pour ne plus voir ça, en se disant on en a assez d'une certaine impunité, on en a assez de cette violence. C'est peut-être la chose qu'on doit retenir des dernières élections. Ça a été écouté ou pas, c'est autre chose. Mais la lutte contre ces violences faisait partie, à mon avis, des priorités annoncées. En tout cas, elle a été mobilisée, non seulement en France, mais on peut le voir dans d'autres pays européens au moment des élections européennes. Quand on suit les élections, moi je l'ai fait sur les 27 pays, c'était les 3 items, vous avez parlé du pouvoir d'achat bien sûr, mais la première c'était l'insécurité, l'immigration et le pouvoir d'achat après derrière. Et c'est assez ressemblant sur l'ensemble des pays, avec des votes qui ne vont pas forcément dans les mêmes sens. Tout le monde n'a pas fait le score du Rassemblement national en France et ailleurs, c'est très clair. Maintenant, vous vous rendez compte qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, vous avez quand même des propositions de valeurs qui étaient très différentes. Donc oui, vous étiez très en pointe là-dessus. D'autres, côté républicain, pouvaient l'être aussi. Mais ce n'est pas le cas d'une autre moitié de ce pays qui n'avait pas dans son contenu programmatique, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure en préambule, pendant les 4 jours où le nouveau Front populaire a négocié son contenu programmatique de gouvernement, a disparu, 1, l'enjeu migratoire, 2, l'enjeu sécuritaire. Ce n'étaient pas les enjeux premiers de ce contenu programmatique. Et pourtant, il se retrouve, non pas comme première force en nombre, en voix à l'Assemblée nationale, mais quasiment en possibilité d'incarner une majorité relative, très relative, on l'a dit, mais qui pose aujourd'hui quand même un enjeu de gouvernement potentiel. Et si vous regardez plus largement, il ne peut pas dire que vous ayez remporté le deuxième tour. C'est très clair sur la base de vos propositions. Donc on a une forme de contradiction là-dessus qui est assez intéressante malgré tout. C'est-à-dire que où c'est vous qui, dans le moment de la conversion de ce que vous dites est peut-être majoritaire, n'avez pas réussi à l'imposer à quelque chose qui est un ensemble contre vous, les Républicains peut-être aussi d'ailleurs sur certaines parties, ou c'est à une contradiction interne à la société française qui effectivement est largement pour un durcissement, non pas de la manière de vivre, mais en tout cas des condamnations, de l'exécution des peines, tout ce que vous avez raconté, l'idée qu'effectivement un uniforme ne doit pas être une cible, même si là on ne peut pas savoir si c'est quelqu'un qui a une crapule de rue ou si c'est quelqu'un qui a une motivation plus politique ou autre, mais c'est vrai qu'il y a une forme de, voilà, encore aujourd'hui, quelque chose qui n'est pas converti en tout cas dans... Je vais vous répondre. Je vais vous répondre là-dessus, je pense. En réalité, ce n'est pas du tout un vote d'adhésion, le vote du deuxième tour. Et j'ai envie de vous dire, la seule campagne qu'il y a eu sur le programme, sur les idées, sur les opinions, c'était celle du premier tour, que le Rassemblement national a très largement gagné. Le vote du premier tour était un vote d'adhésion. Je veux dire, moi j'ai fait 41% dans ma circonscription et 41% des Français qui étaient des Nivernais qui étaient largement derrière mes propositions. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu une coalition des perdants du premier tour et il n'y a pas eu du tout de projet, il n'y a pas eu de programme. Leur seul programme était de faire barrage au Front National, au Rassemblement National. Et donc là-dessus, vous avez eu une campagne de tour, en tout cas je l'ai vécu dans ma circonscription, absolument lamentable et abominable, qui a été une campagne de diffamation, une campagne en fait qui n'était pas du tout sur les projets. Et donc ce vote-là, c'est cette coalition complètement baroque de Philippe Poutou à Emmanuel Macron, dont les Français vont constater le désastre. C'est pas un vote d'adhésion. Je pense que le vote d'adhésion était celui du Rassemblement national. Et cette tambouille politicienne absolument lamentable, je pense que les Français vont rapidement être dégoûtés. Et ce genre de fait va encore les conforter dans le fait qu'il faut au contraire aller du côté du Rassemblement national. Il est presque 22h45. Je vous rappelle qu'un militaire a été blessé, gare de l'Est, ministère de l'opération Sentinelle. Noémie Schultz, bonsoir, du service police-justice de CNews. Les faits avec vous. Écoutez Olivier, bonsoir. On a très peu d'éléments. C'est le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a tweeté il y a quelques minutes et qui a annoncé effectivement qu'un militaire de l'opération Sentinelle avait été blessé lors d'une attaque au coup de couteau alors qu'il patrouillait en gare de l'Est à Paris. On voit son tweet qui s'affiche en ce moment même sur l'écran. Son pronostic vital n'est pas engagé et l'auteur a été interpellé. Pour le moment, ce que je peux vous indiquer, c'est que le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi
du dossier, mais c'est encore très tôt. C'est évidemment quelque chose qui est toujours attendu, observé avec attention pour tenter de comprendre les motivations de ce passage à l'acte, puisqu'à l'heure actuelle, on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est l'acte réfléchi d'une personne qui cherche à s'en prendre à un symbole de l'État? C'est pas la première fois que des militaires de l'opération Sentinelle sont ciblés lors d'attaques à caractère terroriste, ou est-ce qu'on est sur l'acte d'une personne déséquilibrée? Donc évidemment, on va scruter dans les prochaines heures la réaction éventuelle du parquet national antiterroriste, et sinon ce sera le parquet de Paris qui supervisera les investigations. Cet auteur donc a été interpellé, ça veut dire qu'il va être placé en garde à vue et qu'on va tenter de comprendre ses motivations. Mais effectivement, à l'heure actuelle, très peu d'éléments. C'est évidemment quelque chose qui était redouté dans ce contexte. On le sait, la menace terroriste reste très élevée en France, d'autant plus à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. On sait également que la présence des policiers, des gendarmes, des militaires est accrue en ce moment dans les rues de Paris. Il y en a vraiment absolument partout. Et ce soir, ce sont donc des soldats, des militaires qui ont été pris pour cible. Mais il est encore très tôt et j'ai très peu d'éléments à vous donner sur ce qui s'est réellement passé et sur, bien sûr, les motivations de ce passage à l'acte. Bon, merci Noémie. Évidemment, dès que vous avez quelque chose, vous n'hésitez pas. Mais c'est très important de recadrer les choses et les faits ce soir. Et puis de s'interroger sur les motivations. Il y a deux types de motivations. Est-ce qu'on s'attaque au symbole? Est-ce qu'on s'attaque parce qu'il y a un militaire qui passe comme ça? Ou est-ce que c'est un acte réfléchi? Je pense que c'est effectivement le plus important. L'attentat vient de l'acte réfléchi et ciblé, évidemment. Othman Nasrou. Oui. Le constat qu'on fait depuis tout à l'heure, en réalité, malheureusement, se justifie, quel que soit ce qui va être démontré dans le cadre, évidemment, de l'enquête et même des premiers éléments qu'on devrait avoir, j'espère, dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures. Je veux dire, malheureusement, il y a eu une succession d'attaques qui montrent à la fois l'état de l'insécurité dans notre pays, qui est une réalité, et puis aussi la menace terroriste, l'idéologie qui continue de progresser. On verra si cet individu avait cette motivation-là. On verra si cet individu était sous OQTF ou non. Là aussi, il y a eu malheureusement tout un tas d'exemples d'individus qui montrent que notre incapacité à maîtriser nos flux migratoires peut être aussi une menace. Je vous interromps parce que Noémie a justement des informations peut-être sur le portrait et le profil du suspect. Noémie, c'est à vous. Oui, on a des premiers éléments qui commencent à remonter et de sources policières, j'apprends à l'instant que l'homme qui a donc été interpellé est un Français de nationalité française, né en mai 1984 au Congo, que c'est un homme qui est déjà connu pour avoir commis un meurtre en 2018, donc il y a 6 ans, et qu'il a visiblement un profil psychiatrique, puisque dans une précédente affaire, il serait passé par une unité hospitalière psychiatrique. Donc cela pourrait donner des éléments sur la motivation de cet homme qui aurait visiblement des difficultés, des problèmes psychiatriques. Encore une fois, ce sont les premiers éléments, les premières remontées que nous avons à notre disposition, mais visiblement quelqu'un qui est déjà connu, qui a déjà eu affaire à la justice pour des faits graves, puisque on évoque un meurtre, une personne donc âgée de 40 ans, née au Congo, de nationalité française, avec visiblement un profil psychiatrique déjà assez lourd. Merci beaucoup, Noémie. C'est très important ce que vous venez de dire, parce qu'on est face à un Français, mais très vite, dans ce genre d'affaires, on essaye de savoir effectivement s'il y a un passé psychiatrique. Je rappelle les faits: Français, né en mai 84, donc 40 ans, au Congo, connu pour un meurtre en 2018, avec des antécédents psychiatriques, et qui est déjà passé par une unité psychiatrique. Ce qui montre là aussi la difficulté qu'on a, si ce profil se vérifie, avec un vrai sujet de santé mentale, évidemment, dans notre pays, de suivi. Alors encore une fois, on dit toujours, mais non, c'est un déséquilibré. De toute façon, quelqu'un qui s'en prend à un militaire par une attaque au couteau, c'est un déséquilibré, d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce que cet individu a été bien suivi? Pourquoi est-ce qu'il est en liberté? Est-ce que sa dangerosité était suffisamment établie? Tout cela, évidemment, sera à vérifier, mais il y a
incontestablement des lacunes dans notre pays. Le sujet n'est pas de faire de la récupération politique, donc moi je me garderais bien là tout de suite de dire c'est la faute d'un tel ou d'un tel, mais il y a incontestablement des difficultés majeures dans notre pays aujourd'hui sur le suivi des individus dangereux, quelle que soit la raison de leur dangerosité. Ça, c'est une réalité. Le PNAT, le parquet national antiterroriste, ne s'est pas saisi à l'heure où on se parle. Oui, mais au-delà du fait qu'effectivement, les Jeux Olympiques, c'est un moment international de grande mise en lumière de ce qu'est Paris et sa région. Donc effectivement, le doute, c'est l'idée qu'une des interventions extérieures, ou en tout cas des gens qui ont des motivations politiques ou religieuses, pourraient s'en emparer. Mais ça ne veut pas dire pour autant que lorsqu'il y a des patrouilles de ce type, lorsqu'on vit une vie quotidienne où, encore une fois, on s'est habitué à les voir. Je vous le redis, moi je trouve pas ça normal, si vous voulez, que des militaires patrouillent dans notre pays, à Paris, devant les écoles, que nos enfants soient habitués à voir ça se dérouler devant leurs yeux. Ça prouve qu'il y a une faiblesse quelque part, et je ne suis pas certain que cette espèce de présence encore déambulatoire, si vous voulez, soit une manière de se sécuriser totalement. C'est eux, on le redit, qui sont des cibles, et notamment dans des cas comme ça, où là on a plutôt une crapule, si vous voulez, ou quelque chose qui est déséquilibré. On verra s'il est motivé par d'autres raison, mais j'ai un doute. 2018, un meurtre, vous vous rendez compte? On ne parle pas d'une attaque, de je ne sais quoi. C'est un meurtre. Et le type est dans la rue. Non, mais il est dans la rue et il attaque avec un couteau. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Je parlais de laxisme judiciaire tout à l'heure. Est-ce que les Français trouvent ça normal que quelqu'un qui a fait un meurtre il y a de ça 6 ans, alors on ne sait même pas quand est-ce qu'il est sorti, ça se trouve il est sorti au bout de 2, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas, mais même au bout de 6 ans, est-ce que vous trouvez normal de sortir, surtout quand vous avez des problèmes psychiatrique comme ce monsieur, est-ce que vous trouvez normal de sortir en 6 ans? Donc il y a un vrai problème de dysfonctionnement et de laxisme judiciaire. Et vous voyez, je l'évoquais par principe pour l'impunité avant. Maintenant qu'on a les éléments, c'est encore plus... Je voulais juste un peu de prudence tout à l'heure, c'est évident. Si vous voulez, le problème, c'est que ce genre de modèle, ce genre de scénario, on le retrouve à chaque fois en fait. Dans ces cas-là, on n'est plus dans le fait divers, on n'est plus dans le petit dysfonctionnement isolé. On est vraiment dans un problème structurel. Et un problème structurel de laxisme judiciaire. Et même, on pourrait aller... ce monsieur, voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive en France, mais on ne peut pas non plus accueillir tout le monde. La France se doit de sélectionner son immigration et se pose la question du laxisme judiciaire et du laxisme migratoire. Je suis désolé de soulever ce point-là, mais je pense que, encore une fois, une majorité de Français va être, à juste titre, se dire, mais en fait, jusqu'à quand ? Et je pense quand il y a un tel niveau de laxisme judiciaire et migratoire, il y a une responsabilité de l'État et il y a une responsabilité de type non-assistance à peuple français en danger. Parce que quand les événements se répètent, que vous versez des larmes de crocodile mais que derrière il n'y a aucun acte, moi je considère qu'il y a non-assistance à peuple français en danger. Othman, et après on verra d'autres réactions politiques. Juste un mot, parce que depuis tout à l'heure... Je vous interromps. Renaud Muselier, soutien aux militaires attaqués au couteau, garde de l'Est. Ce soir, un grand soulagement de savoir que sa vie n'est pas en danger. Ce soir, je pense à tous nos soldats, et particulièrement à ceux de l'opération Sentinelle, qui veillent sur nos vies au quotidien. Vous disiez tout à l'heure 7 à 10 000 soldats engagés. Pensez et soutien à notre soldat blessé, Sylvain Maillard, qui est le député de cette circonscription. Nous ne remercions jamais assez les militaires de Sentinelle qui sécurisent au quotidien les rues, les gares, les aéroports, les abords de lieux de culte de Paris. C'est vrai que c'est leur mission et vous en parliez tout à l'heure. On les voit au quotidien. Tout mon soutien et mes voeux de rétablissement aux militaires de l'opération Sentinelle attaqués des coups de couteau garde de l'Est. N'oublions jamais que nos forces de sécurité sont à chaque instant mobilisées pour notre sécurité. Et dit Éric Ciotti, peut-être une dernière réaction par message lors de la Valette. J'adresse tous mes voeux. Rétablissement aux militaires poignardés ce soir à Paris-Gare de l'Est lors d'une patrouille dans le cadre de l'opération Sentinelle. Une pensée pour les femmes et les hommes qui assurent notre sécurité et qui font face à l'ensauvagement. Othman, pardon. Non, mais c'est très bien et on est tous d'accord pour dire ce soir évidemment notre soutien à nos militaires et bien sûr à notamment ce militaire qui a été blessé. Mais il y a un moment, les pensées ne suffisent pas. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour mettre hors d'état de nuire tous les individus dangereux? On a parlé tout à l'heure de la réponse pénale, c'est exact, mais on pourrait parler aussi de l'exécution des peines. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs pour des raisons psychiatriques ou pas, nous ne mettons pas hors d'état de nuire, nous n'éloignons pas les individus dangereux qui se retrouvent trop rapidement en liberté. C'est très compliqué parce qu'il va falloir qu'il y ait une expertise pour savoir s'il y a eu ou non abolition du discernement, s'il était tout à fait... Malheureusement, ce sont des questions qui se posent à chaque fois. Évidemment, on peut se dire pourquoi est-ce qu'il y a soudainement une épidémie déséquilibrée dans notre pays qui décide d'agir de cette façon-là. Et donc là, il y a forcément... Enfin, je veux dire, ça ne s'exclut pas. On peut avoir des troubles mentaux et être imprégné d'une idéologie
L'un n'empêche pas l'autre, vous avez raison. Islamistes, etc. Donc, si vous voulez, ces deux questions doivent être prises en compte. De drogue, en justice, ça justifie le fait qu'il ne soit pas en maîtrise de ce qui est de l'acte qu'il est en train de résoudre. Non, mais la loi sur les responsabilités mentales a changé en 2022. Régulièrement soulevé, continuellement posé. Or, l'acte, il est le même. Si vous voulez, à un moment donné, quelqu'un doit être traité pour... Bon. Mais parce qu'on est drogué à ce moment-là, je pense notamment à cette jeune petite fille qui a été assassinée violemment cette semaine par le beau-père, Célia. Bon, voilà, manifestement dans un contexte de ce type. Donc, si vous voulez, à chaque fois, vous pouvez trouver une excuse qui est celle d'une antériorité psychiatrique, de quelque chose que vous êtes sous l'emprise d'une drogue. Je ne dis pas qu'effectivement, peut-être que... Mais en résultat, ce jeune homme ou cette jeune femme, je ne sais plus qui c'est, vient de prendre un coup de couteau. La petite fille a été assassinée sauvagement et voilà. Et ça continue. Mais lui, 2018, un meurtre. On ne parle pas de rien. Enfin, je veux dire, c'est quand même là où on a quand même un souci aujourd'hui du contrôle de l'exécution de je ne sais quoi après derrière, à inventer certainement. Mais en tout cas, éviter qu'il soit à la gare de l'Est tranquillement. C'est sûr que quelqu'un qui est connu pour un meurtre commis en 2018 et qui se retrouve dans les rues de la gare de l'Est à poignarder un militaire de l'opération Sentinelle, il y a quelque chose qui dysfonctionne totalement. C'est-à-dire que on trouve toujours toutes les excuses du monde pour en fait avoir des remises de peine pour les délinquants, mais pour les familles des victimes, comme c'est le cas de cette petite semaine, ils prennent perpétuité. C'est-à-dire qu'il y a une justice qui en est à plus protéger les délinquants et les coupables que les victimes et les familles de victimes. Et évidemment que c'est un système qui révolte à juste titre les Français. Alors, il n'y a pas que le prononcé des peines, encore une fois. Bien sûr que parfois, il y a du laxisme pénal, je n'ai pas de difficulté. Mais il y a notamment un gros problème dans notre pays d'exécution des peines. Voilà, même quand les peines sont sévères, elles ne sont pas suivies des faits. Et le principal problème qu'on a, y compris pour des individus qui ne devraient pas, on verra pourquoi cet individu est en liberté aussi vite, vraisemblablement, après s'être rendu coupable d'un meurtre, discernement ou pas, abolition du discernement ou pas, il devrait être en hôpital psychiatrique, si c'est le cas, mais il n'a rien à faire en liberté, ça c'est une évidence. Et à chaque fois, nous avons malheureusement, pour des raisons qui ont été évoquées, beaucoup de dysfonctionnements. Après, on a parlé depuis tout à l'heure du Rassemblement national. Moi, je veux quand même le dire, je ne peux pas vous laisser dire que vous êtes la solution. Voilà. Je le dis très tranquillement. Ce n'est pas le moment d'avoir un débat de politique partisane, mais vous l'avez prouvé dans les urnes, malheureusement, vous êtes une impasse, vous n'avez pas réussi à gagner et vous avez tellement varié sur tous ces sujets-là. Moi, je vous le dis, c'est vrai que par rapport à cette situation d'insécurité que nous avons, on a visiblement un pays, un gouvernement, peut-être un président de la République qui s'apprête à nommer un gouvernement de gauche. C'est l'inverse de ce qu'il faut. Évidemment qu'il faut que le cap soit mis à droite, ce qui n'a pas été fait depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Nous n'avons pas eu la politique de droite dont le pays avait besoin, mais cette politique, elle ne pourra venir que de la droite. Et ce sera à nous de la reconstruire, cette famille politique, parce que sinon nous allons effectivement continuer à avoir ces difficultés sur notamment la sécurité. Nous n'avons pas varié, juste là-dessus, nous n'avons pas varié dans nos propositions, et en revanche, vous avez montré aussi toute la problématique lorsque vous étiez au pouvoir. Le Rassemblement national, il n'a pas été au pouvoir. On n'avait pas cette situation. Le Rassemblement national n'a pas pu mettre en œuvre. Ça vous mettra peut-être d'accord, vous vous rendez compte qu'au tribunal d'instance de Bobigny, il y a 15 places pour comparution immédiate chaque jour pour un nombre d'affaires qui est 135 à peu près. Ça veut dire que vous avez, c'est facile à faire, 120 affaires qui jamais ne seront traitées. Ça veut dire que structurellement, c'est avant le prononcé, c'est avant l'exécution, c'est au moment où vous devez traiter les affaires que ça ne marche pas. Et là, pour le coup, c'est un problème de moyens, uniquement de moyens et de volonté politique. Merci beaucoup Jean-Christophe Gallia, parce que vous devez partir. Merci Noémie également d'avoir été dans cette émission qui a été bouleversée. Vous voyez, je salue Paul Melun qui vient de nous rejoindre. Je salue normalement Bernard Cohen-Haddad qui ne doit pas être très loin, président du cercle de réflexion, Étienne Marcel, et qui ne pensaient pas tous les deux que l'actualité serait là, celle-ci, ce soir. Je voulais vous rappeler les faits. Ce qui s'est passé donc à Gare de l'Est, un militaire sentinelle blessé au couteau à l'épaule, le suspect interpellé, le suspect précisément français, né en mai 84, donc il a 40 ans, né au Congo, connu pour un meurtre en 2018, profil psychiatrique, est passé par une unité psychiatrique, et à l'heure où on se parle, le PNAT ne s'est pas saisi, le parquet national antiterroriste. Paul, peut-être un premier commentaire. Écoutez, oui, d'abord, la première chose, c'est de se dire, j'imagine que vous en avez déjà parlé, mais qu'on ne peut évidemment que apporter notre plein et notre entier soutien à toutes nos forces de l'ordre, et en particulier aux militaires et à ce militaire-là.
se réjouir dans ce malheur qu'il soit blessé, mais qu'a priori son pronostic vital ne soit pas engagé, et puis ensuite en tirer les enseignements qui convient, à commencer par une réflexion sur le sujet de nos frontières, sur le sujet de la psychiatrie dans ce pays, et puis plus généralement sur ce que cette multiplication terrible, pourrais-je dire, quasiment cette épidémie d'attaques au couteau depuis un certain nombre d'années, dit de nous, et dit de notre pays, qui est en proie à une violence sans commune mesure. C'est-à-dire qu'on a toujours certains beaux esprits qui nous expliquent que tout ça, ça n'est pas vrai, que c'est un sentiment, que c'est une vague idée. Non, le couteau est l'étendard contemporain de cette hyperviolence, de cet ensauvagement, je ne sais pas tellement comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais en tout cas de ce phénomène qu'on observe et qu'on décrypte malheureusement très souvent à cette antenne et ailleurs, parce qu'on voit bien que nous allons là, dans ce début du XXIe siècle, en France et en Occident, vers une violence qui est omniprésente. Mais vous savez, si on ne traite pas les causes, on peut toujours s'acharner, s'échiner à essayer de penser, etc. Il faut toujours en revenir aux causes, essayer de traiter ces causes. Une partie, notamment grâce au fait que nous savons a priori quel est le profil de l'assaillant, une partie se dessine. Le sujet de la psychiatrie en France, par exemple, celui de nos frontières et des sujets d'immigration. Et ça, notamment, ces sujets-là, je sais que certains ne voudraient pas que l'on en parle, mais ça révèle quand même une forme de talon d'Achille de la France et de ses politiques publiques, oui. Je n'ai pas salué Mathieu, bonsoir. Millénaire, c'est ça? Think Tank Millénaire, oui. Du Think Tank Millénaire. Et je resalue Bernard Cohen-Haddad, président du Cercle de réflexion, et Étienne Marcel. Est-ce que le Cercle travaille sur ce genre de choses? Parce que la violence, évidemment, je le répète, le profil, on a peu de choses encore. Français, né au Congo, 40 ans, passé par une unité psychiatrique et surtout connu pour un meurtre. Connu pour un meurtre en 2018, qui se retrouve aujourd'hui dans la rue à poignarder un militaire. Ça, c'est très inquiétant. Bien entendu que nous travaillons sur la sécurité et surtout sur la sécurité intérieure. Sans sécurité intérieure, il ne peut pas y avoir de capacité de vivre ensemble, surtout dans les grandes métropoles comme Paris et Île-de-France. Et là, ce qu'on voit, c'est bien une capacité encore de mettre en doute et en attaque l'autorité de la République. Ces militaires qui patrouillent tous les jours, tous les soirs, ce ne sont pas des forces d'intervention violentes. Ce sont des hommes et des femmes qui sont là pour pacifier et veiller à tout simplement qu'il n'y ait pas d'attentats ou tout simplement être à l'écoute des populations dans le territoire. Moi, je suis extrêmement choqué ce soir parce qu'on voit bien qu'il n'y a plus de risque à l'autorité publique. Il n'y a plus de risque non plus à l'autorité, on le savait déjà dans les quartiers, contre la police, contre les pompiers, contre les forces de santé. Et là, on voit bien que ce sont des militaires qui sont en jeu. Et puis, ça a été bien dit tout à l'heure, j'écoutais Othman Nasrou. Au-delà de cette attaque, c'est bien entendu l'absence de réponse pénale claire et déterminée sur ce type d'actes qui amène à la récidive, y compris sur ces publics qui peuvent être des publics que l'on considère comme plus ou moins lucides et donc avec des circonstances d'atténuation en matière de jugement. Mais néanmoins, pour ce militaire et pour sa famille et pour son corps, c'est une perturbation, c'est une vraie blessure pour eux et on ne peut pas accepter aujourd'hui que ça continue sans réponse pénale forte, efficace et sûre. Mais a priori, la réponse qu'il y a eu, on va en savoir plus, puisqu'il était connu pour le meurtre en 2018, et qu'il est à nouveau dehors, et qu'il est passé par un centre de soins psychiatriques, c'est l'irresponsabilité pénale. On en saura plus, mais en tout cas, c'est peut-être ce soir le débat le plus important. Mathieu. Oui, je partage les constats qui ont été donnés. Les sociétés occidentales et la société française n'est pas exemple de ces dynamiques, sont marquées par deux phénomènes assez marquants. Le premier point, c'est l'augmentation de l'ultraviolence et de ce que vous avez appelé l'ensauvagement de la société. C'est un phénomène qui se retrouve sur tous les indicateurs de sécurité. Tous les indicateurs de sécurité aujourd'hui, depuis 2017, sont dans le rouge. Ça, c'est un phénomène qui est assez connu. Et le deuxième point, c'est la barbarisation de la société. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a 20, 30, 40 ans, quand vous avez un règlement quand vous devez justement vous répondre sur un règlement pour régler un différend, vous le faisiez avec une altercation verbale. Or, aujourd'hui, les sociétés occidentales sont marquées par justement l'utilisation du couteau parce que des personnes justement utilisent le couteau parce qu'elles n'ont pas les mêmes mœurs ou coutumes que les autres. Ça, c'est les deux phénomènes qui sont marquants. Face à cela, il y a donc deux sujets
qui me paraissent très importants sur lesquels il faut travailler, il faut que les pouvoirs publics travaillent. Le premier sujet, c'est sur l'exécution des peines. Ça a été dit, on prononce des peines qui sont parfois sévères, parfois qui ne sont pas suffisamment sévères. Donc là, il faut effectivement réévaluer les peines, mais surtout, il faut les exécuter. Or, pour exécuter les peines, ça veut dire construire davantage de places de prison, ça veut dire justement mettre les moyens pour désengorger les tribunaux. Sans cela, on n'y arrivera pas. Et le deuxième point qui est important, c'est la question de la filière psychologique en France. Vous disiez... Psychiatrique, pardon, excusez-moi. La filière psychiatrique, excusez-moi, dans les hôpitaux. Vous disiez pourquoi cette personne-là n'était pas enfermée alors qu'elle avait un profil psychologique. Je pose la question, mais personne n'a la réponse là ce soir. Moi, je vous en donne peut-être une. En 1970, il y avait 170 000 places de lits en psychiatrie. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 50 000. C'est une première réponse. Noémie Schulz est avec nous pour peut-être d'autres informations, rappeler les faits principaux et puis surtout le profil de cet homme de 40 ans qui a été interpellé. Les faits qui se sont produits ce soir, gare de l'Est, un homme qui s'en est pris à un soldat de l'opération Sentinelle. Il l'a blessé à l'épaule. Les jours de ce soldat ne sont pas en danger. Le suspect a été rapidement interpellé et effectivement, selon les premières informations dont nous disposons, il s'agit d'un Français né en 1984 au Congo. Et c'est un homme, et c'est ce qui effectivement nous intéresse le plus ce soir, c'est un homme dont il semble qu'il soit très fragile psychologiquement, psychiatriquement même, un homme qui est déjà connu de la justice pour des faits, pour un meurtre commis en 2018. Alors je n'ai pas plus d'éléments sur la peine à laquelle il avait été ou pas condamné, mais si c'est fait, effectivement, si en 2018 cet homme a commis un meurtre et si en 2024 il était en liberté, on peut imaginer qu'il avait été reconnu irresponsable pénalement et que c'est la raison pour laquelle il n'était pas incarcéré aujourd'hui. Nous avons des éléments effectivement qui nous indiquent qu'il a un profil psychiatrique très lourd puisqu'il avait été placé dans une précédente affaire, sans doute cette affaire de meurtre, en structure psychiatrique. Évidemment, ce sont ces éléments que nous attendons ce soir. Un élément important également, c'est que le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire. C'est le parquet de Paris pour le moment qui a la main sur les investigations. C'est un élément important. Cela veut dire que le parquet antiterroriste estime qu'il n'y a pas de dimension terroriste à cette attaque et c'est toujours le cas quand on estime que la personne a un profil psychiatrique, souffre de pathologies ayant altéré ou aboli son discernement. Alors, quelles conséquences s'il s'avère que cet homme, effectivement, a eu son discernement aboli au moment de ce passage à l'acte? Eh bien, simplement qu'il ne pourra pas être jugé. En France, on ne juge pas les fous. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire qu'il restera en liberté. Il pourrait très bien être placé dans une structure, dans un hôpital psychiatrique. Mais c'est toujours compliqué de commenter une information quand on a peu d'éléments en la matière, et c'est le cas à l'heure actuelle. On a peu d'informations, si ce n'est qu'il semblerait encore une fois que ce ne soit pas un acte qui ait été organisé, prévu de longue date avec une dimension terroriste, mais plutôt l'acte d'une personne qui n'est pas en pleine possession de ses capacités mentales et psychiques. Merci Noémie. J'ajoute une information qui est donnée par l'agence France Presse. Cet homme donc est né en République démocratique du Congo, de nationalité française. Selon l'une des sources, les premiers éléments, il se dit chrétien et aurait crié « Dieu est grand » en français lors de l'agression, a précisé une autre source policière. Il dit avoir agi parce que les militaires tuent des gens dans son pays. Ajoute une source donc donnée ce soir par l'agence France Presse. Ce sont des sources policières qui sont citées. Paul. Non, ce qui est vrai, c'est que là, les premiers éléments que vous donnez montrent en tout cas des éléments de revendication qui paraissent un peu nébuleux et qui conviendra d'éclaircir. Maintenant, j'écoutais attentivement l'exposé de Noémie. Je ne veux pas du tout minimiser la portée, la dimension psychiatrique de ce type d'attaque. Évidemment pas. Et bien sûr, le débat sur la psychiatrie, sur le nombre de places en psychiatrie, sur le nombre de lits, sur les unités pour les malades difficiles, ce débat-là, on l'a eu 50 fois. Bien sûr qu'il faut des moyens, bien sûr qu'il faut l'État-providence, tout ça, je suis d'accord. Mais je ne voudrais pas que la dimension psychiatrique agisse comme un écran de fumée à d'autres problèmes. Parce que j'ai l'impression, là aussi, qu'on redit un peu les mêmes choses. Quand il y avait eu l'attaque, il n'y a pas si longtemps, le pont de Bir Hakeim, vous vous souvenez? Le pont de Bir Hakeim, on a dit « Ah ben oui, c'était un fou, on ne juge pas les fous. » En France, je suis bien d'accord avec ça, évidemment, on ne juge pas les fous,
ah bah il y a la dimension psychiatrique, donc circuler, il n'y a rien à voir. Mais non, de fait, quand vous allez effectivement poignarder quelqu'un dans la rue, à l'aveugle ou pas, vous n'êtes pas particulièrement sain d'esprit, je crois. Quelqu'un de sain d'esprit, vraisemblablement, ne prend pas une lame de 20 cm pour l'enfoncer dans la poitrine de son voisin. Donc je pense qu'il y a effectivement plusieurs sujets, et je ne voudrais pas, encore une fois, que l'aspect psychiatrique agisse comme un écran de fumée pour ne pas parler du sujet des frontières, du sujet de la décivilisation dont le président de la République a commencé à parler, mais comme souvent, il commence à parler puis il n'agit pas beaucoup. Et j'aimerais vraiment que ce type de, d'événement puisse être décrypté sous tous les angles et pas seulement sous l'angle de la psychiatrie. Non, moi, je crois qu'il faut quand même être prudent. J'écoutais, il y a beaucoup de bon sens dans ce qui vient d'être dit, mais attention quand même, si c'est un Français, quelles que soient ses origines, il faut être extrêmement prudent sur l'action, ce qui est peut-être plus grave encore. Et on l'a dit et ça a été répété, je crois qu'il faut le marteler, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'actes violents contre les forces de l'ordre, quelles qu'elles soient. Et là-dessus, on est tous d'accord, me semble-t-il. Et il faut vraiment sanctuariser ces métiers qui sont des métiers d'abnégation à destination du public, qui sont souvent peu ou mal rémunérés, et dont aujourd'hui, on le sait très bien, qu'une fois sur deux, la vie peut être en péril, soit pour des raisons de terrorisme, soit pour des raisons de violence urbaine, soit pour des raisons aujourd'hui d'irresponsabilité, ça a été dit, pénale ou civile. Donc il y a un vrai enjeu de sanctuariser ces métiers. Et je crois que là-dessus, il faut que la loi soit extrêmement sévère, que les juges appliquent cette loi et que l'on donne des moyens. Et c'est bien là où est le problème, c'est que notre système pénal, répressif et sanitaire de santé, je veux dire, dans ces domaines, manque de moyens. Et on voit bien les conséquences de ces manques de moyens dans une préoccupation qui est la première des Français, c'est-à-dire la sécurité intérieure de chacun, tout simplement dans la rue. Et ça aurait pu être n'importe quel des citoyens qui rentrait chez lui après une soirée de travail pour tout simplement aller dans une banlieue d'Île-de-France. Et c'est là-dessus où il ne faut pas transiger, quelle que soit l'origine de cet individu. Il n'est pas sûr qu'on ait encore tout le parcours. C'est bien pour ça. C'est ça qu'il faut rester prudent. Cet homme ce soir, encore une fois, mais les faits sont pour l'instant ceux-ci. Ils peuvent évoluer en cours de soirée, dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Il aurait crié « Dieu est grand » en français. Il se revendique chrétien. Il a 40 ans. Il est français, né en République du Congo. Il a blessé au couteau un militaire de l'opération Sentinelle. Ça, voilà, pour le moment, pour les faits, il a été arrêté. Oui. Mais je ne voulais pas, juste en réponse à ce que vous disiez, je ne voulais pas cibler le fait qu'il serait né à Kinshasa. Je voulais juste préciser par rapport à ce qu'a dit Olivier, dans la mise en contexte, quand il dit, si c'est vraiment ce qu'il a dit, si la dépêche AFP dit vrai, il aurait dit effectivement Dieu est grand, mais il aurait aussi invoqué cela comme une forme de vengeance pour ce que font les militaires dans son pays. Et c'est à son pays que je réagissais. C'est-à-dire qu'effectivement, il est de nationalité française, mais si dans son acte guerrier, il fait allégeance à une appartenance patriotique qui n'est pas l'appartenance patriotique à la France, ça effectivement, ça peut et ça doit nous poser des questions, notamment les questions que j'évoquais tout à l'heure sur l'immigration. Mathieu Hotman. C'est pour ça que nous, on travaille sur cette question-là. Alors, ce n'est pas le sujet, en l'occurrence ici, puisque on n'est pas sur l'islamisme, mais il y a un sujet qui est important sur les actes terroristes, c'est de créer un délit d'intelligence avec l'ennemi. Notamment lorsque vous avez sur les questions d'islamisme, justement, vous avez de plus en plus de jeunes qui se radicalisent, de plus en plus de moins jeunes qui se radicalisent. Il faut justement aujourd'hui que cette question-là soit traitée, parce que ce sont nos militaires, ce sont nos policiers, ce sont justement les Français qui subissent ces actes-là. Donc ça, c'est pour ce qui est du terrorisme islamiste. Et là, en l'occurrence, on est face à quelque chose, je suis d'accord avec ce que vous disiez, qui est plutôt nébuleux. On ne sait pas trop si c'est des motifs qui sont politiques, géopolitiques, qui sont justement religieux. Ça, c'est justement à l'enquête de le faire. Mais une fois qu'on aura les éléments issus de l'enquête, on pourra justement débattre sereinement de ce sujet. Il y a une chose, en tout cas, qui ne fait pas débat, et vraiment, je pense qu'on peut tous s'accorder à le dire, et c'est malheureux pour notre pays, c'est que l'insécurité, aujourd'hui, est probablement le plus grand échec d'Emmanuel Macron. Voilà, moi je vous le dis comme je le pense, il y en a eu d'autres, je n'ai pas dit que c'était le seul échec, mais vraiment, je crois que je ne comprends pas que le président de la République n'ait pas pris la mesure du désir d'ordre et de sécurité qui existe aujourd'hui dans notre pays. Et on est, franchement, pardon de vous le dire,
très heureux de venir sur votre plateau, mais fatigué de devoir toujours commenter des actes d'attaque contre des policiers, des attentats, de la délinquance qui est devenue ordinaire, qui se banalise. Et ça, vraiment, je ne comprends pas qu'on n'ait pas entendu le message des Français qui maintenant ne fait que s'amplifier sous des formes diverses et variées pour dire qu'on a besoin, qu'on a le droit, c'est même la première des libertés, le premier des droits à une sécurité, à la sécurité de tous les jours. Et quand on voit encore cette scène ce soir, à quelques jours des Jeux Olympiques. C'est à au lendemain du 14 juillet, au lendemain de la grande fête des militaires. Nous allons accueillir un événement majeur où évidemment on va être regardé par le monde entier avec des conséquences extrêmement importantes, y compris pour notre économie dans les semaines, les mois, les années à venir, qu'on ne montre pas. Il va falloir qu'on y arrive. Et vraiment, moi je sais que tous les moyens de l'État, pour le coup, et toutes nos forces de l'ordre sont mobilisées. Mais j'espère vraiment que tout va bien se passer. C'est ce que j'espère, c'est ce que je souhaite, parce que nous serons regardés par plusieurs milliards de personnes dans le monde entier. Et j'espère qu'il y aura, bien sûr, le plan de la sécurité. Rien pour perturber ce grand événement qui doit être une fierté. Othman, je vous assure que je vous invitais pour parler des alliances avec LR ou des non-alliances et de l'économie française, qui était un grand débat et un grand sujet dont on voulait parler ce soir. Là-dessus, on parle beaucoup de moyens, peut-être. Mais je veux dire, quand on a un président qui a fait 1000 milliards de dettes en plus, il n'y a pas qu'un problème de moyens. Si vous regardez en l'occurrence pour ce qui est du laxisme judiciaire, il y a 19 000 étrangers qui sont dans nos prisons, ce qui représente finalement l'équivalent de la surpopulation carcérale qu'on a, surpopulation carcérale qui amène en fait ce laxisme judiciaire parce qu'il n'y a pas de place de prison et donc les exécutions des peines ne sont pas faites et on relâche les délinquants. Vous pourriez très bien, sans mettre plus de moyens, expulser les 19 000 étrangers. Sauf qu'encore une fois, Gérald Darmanin est incapable d'expulser ne serait-ce que les OQTF, donc il ne va pas expulser les étrangers délinquants. Donc il n'y a pas qu'une question de moyens, mais aussi une question de volonté politique. Et or, on l'a vu sur à peu près tous les fronts, mais on le voit sur la question judiciaire et sur la question migratoire, il y a un vrai problème d'absence de volonté politique de la part d'Emmanuel Macron sur ces sujets-là. On peut dire finalement qu'il a échoué sur quasiment tous les sujets. Et vous parlez à juste titre des Jeux Olympiques. Je veux dire, l'image catastrophique donnée pour la France, ça va certainement amener à des annulations de personnes qui vont venir. L'insécurité, il faut bien que les gens le comprennent, et de plus en plus, et notamment les dirigeants d'entreprise, l'insécurité a un coût pour l'économie, et malheureusement, l'économie française va de plus en plus... C'est chiffré, vous connaissez le coût pour l'économie. L'économie, c'est de la confiance. Vous n'avez pas confiance, vous ne pouvez pas sortir de chez vous quand vous avez des touristes japonais, chinois et autres qui annulent leur venue à Paris parce qu'ils voient très bien que l'insécurité... Et ça a été le cas ? Évidemment. Regardez les chiffres, on en a parlé tout à l'heure. Les réservations pour les hôteliers, pour le moment, c'est 60%. Donc c'est-à-dire que les JO, alors qu'on pensait que ça serait la terre entière allait venir à Paris, et effectivement vous avez un coût. Et alors là, ce n'est pas chiffré ou précisé, mais il est évident que les épisodes d'émeutes, d'insécurité et autres ont amené des touristes internationaux à ne pas venir en France. Et ça encore une fois, ça a un coût pour le rayonnement de la France, ça a un coût pour l'économie de la France. Et c'est malheureux, mais là-dessus, Emmanuel Macron a une responsabilité évidemment écrasante. Oui. Juste, si vous permettez, on va prendre la direction de Bruxelles où se trouve Claude Moniquet. Bonsoir Claude, vous êtes spécialiste des affaires de terrorisme. Alors c'est vrai, on l'a dit, il n'y a pas le PNAT, le parquet antiterroriste, ne s'est pas saisi de cette affaire. Mais c'était intéressant de rappeler d'abord qu'il y avait entre 7 et 10 000 militaires des forces sentinelles en ce moment déployés et très nombreux à Paris et en particulier pour cette période de Jeux Olympiques. Et on rappelle que la flamme aujourd'hui s'est baladée dans les rues de Paris, c'est très important, mais qu'on est quand même sous le coup d'une super menace terroriste. On est au plus haut niveau quand même de la menace terroriste, d'où le déploiement très important de ces forces sentinelles. Claude. Oui, absolument, Olivier. On est au plus haut niveau de la menace. Alors la France a toujours été très clairement dans l'œil du cyclone. Elle a toujours été l'une des cibles principales et peut-être même la cible principale du terrorisme djihadiste en Europe. Mais il est clair qu'avec l'approche des Jeux Olympiques, cette menace est beaucoup plus importante, beaucoup plus prégnante, parce que les Jeux Olympiques, c'est le rassemblement, la concentration de toutes les caméras de télévision du monde, et que donc ça offre une vitrine... Est-ce que vous me prendrez après ou pas allez-y Claude, allez-y. Énorme aux terroristes.
encore une fois, l'importance de ces forces sentinelles. Je sais que vous avez été perturbé par des bruits, mais ce n'est pas en plateau, je vous assure qu'on a parlé. Claude, l'importance du déploiement de cette force sentinelle, de ces militaires. On le disait tout à l'heure, on s'est habitué à eux au point de quasiment ne plus les voir. Et aujourd'hui, ce sont des cibles. Leur objectif, ils ont été déployés, on le rappelle, 2015, juste après les attaques terroristes en France, à Paris. Et déjà à l'époque, rappelez-vous, ils étaient des cibles. Il y avait eu en banlieue parisienne, si je me souviens bien, ou peut-être même dans Paris, il y avait eu une attaque à la voiture bélier contre des militaires de Sentinelle et plusieurs d'entre eux avaient été blessés. Donc effectivement, Sentinelle, c'est particulièrement symbolique pour ceux qui veulent frapper la France parce que c'est à la fois ceux qui sont là pour sécuriser. Donc si on les frappe, ça a un effet démultiplicateur de la peur, si je peux dire. Et en même temps, c'est directement l'armée, c'est l'État qu'on attaque frontalement. Peut-être un commentaire, Mathieu. Oui, sur le déploiement de Sentinelle. Depuis 2015, on va dire, les forces de l'ordre, qu'elles soient donc militaires avec Sentinelle, mais également les policiers, sont surexposés, sont sursollicités par les différents gouvernements successifs pour justement maintenir le dispositif de sécurité face à l'augmentation du terrorisme. Pourquoi ? Parce que la menace terroriste, elle a changé entre 2010-2015 jusqu'à maintenant. Jusqu'à 2015, en fait, la menace terroriste venait justement plutôt de combattants étrangers qui étaient nés en France, qui étaient nés en France ou qui étaient étrangers, qui venaient se former au Levant, donc à Daesh, en Syrie ou en Irak, justement. Or, entre 2015 et maintenant, Daesh a quasiment disparu. Donc, vous avez plus cette... Donc, il n'y a plus le transfert en Syrie. Exactement. La menace aujourd'hui, elle est nouvelle. C'est une menace qui est beaucoup plus diffuse, qui est justement ce que Gilles Kepel appelle le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire des gens plutôt jeunes en général, qui se radicalisent tout seuls et qui justement qui ont un motif, on va dire, de passage à l'acte qui est bien différent. Quand on regarde les différents derniers actes terroristes, que ce soit Dominique Bernard ou le regretté Samuel Paty également, on est sur des actes qui sont beaucoup plus isolés. Or, il est beaucoup plus compliqué pour les forces de l'ordre de pouvoir appréhender cela, tout en sachant qu'elles sont surutilisées, il faut le dire, parce que vous avez menace terroriste, et deux, comme vous l'avez rappelé, une insécurité galopante folle depuis 2017. Oui, je pense qu'il faut faire attention parce qu'on a effectivement le risque terroriste et on en a tous conscience. Nous qui travaillons à Paris, en Ile-de-France, on voit bien la difficulté des forces de l'ordre à se renseigner et leur capacité à avoir du renseignement. Et là, c'est un trou dans la raquette puisque c'est pas un fichier S, c'est pas un multirécidiviste de violence classique, c'est pas du grand banditisme. Il a été condamné pour meurtre, quand même. Oui, mais attendez, j'ai pas terminé. C'est quand même quelqu'un qui a déjà été condamné, qui a été remis en liberté, mais qui n'est pas suivi. Et la difficulté, justement, de cette période qui va être extrêmement difficile en matière de sécurité générale, c'est d'avoir ce type d'individus qui vont sortir demain du métro, tout simplement d'une visite, dans les commerces, avec un couteau qu'on va trouver et qu'ils vont acheter n'importe où, et s'en prendre soit à des forces de l'ordre, soit à des personnels, soit à des touristes. C'est là la difficulté, c'est là où je voulais en venir. Donc il faut faire attention à cette délinquance globale. La délinquance en général vient bien entendu diminuer puisque le nombre de forces de l'ordre qui sont sur Paris et l'Île-de-France et sur les sites, la difficulté qu'on va avoir nous-mêmes à pénétrer dans les sites, y compris les entreprises, vous l'évoquiez tout à l'heure, à pouvoir simplement travailler, vont faire que ça va être une perturbation. Néanmoins, on n'est pas à l'abri. Et c'est là qui est extrêmement grave. D'un fou, de quelqu'un qui va demain, tout simplement, attaquer des personnes, attaquer des biens, et là, on n'aura aucun moyen immédiat de source. Impossible de regarder ce genre de profil, de les trouver et d'anticiper, évidemment, malgré les centaines, les milliers de policiers, malgré les centaines de kilomètres. Le risque zéro n'existe pas, mais là, en l'occurrence, on parle quand même d'un individu condamné pour meurtre en 2018, que ce soit en prison, que ce soit en prise en charge psychiatrique. Je le répète, il n'avait absolument rien à faire dehors. Et c'est ça toute la problématique. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais, je le répète, de non-assistance à peuple français en danger. Parce que quand vous avez ce type de profil et ce laxisme judiciaire qu'il y a derrière, eh bien, finalement, le gouvernement et l'État sont comptables
malheureusement de ces tristes faits. Bon, on va prendre la direction de la gare de l'Est. Godéric Bey est sur place pour nous rappeler les faits. Et vous vous trouvez devant un périmètre de sécurité. Mais tout à l'heure, on voyait néanmoins des touristes, des voyageurs entrer et sortir de cette gare. Vous allez nous rappeler ce qui s'est passé. Godéric. Oui, alors tout à fait. Alors il y a un périmètre de sécurité qui est fait sur l'une des ailes latérales de la gare de l'Est, avec beaucoup encore de policiers qui sont sur place. Cependant, le reste de la gare est ouvert et accessible aux voyageurs. Alors ce qu'il s'est passé, c'est qu'un militaire en opération Sentinelle a été attaqué au couteau alors qu'il se trouvait en patrouille. Il a été blessé à l'épaule, selon une source policière. Gérald Darmanin, qui a réagi sur X, a précisé que le pronostic vital du militaire n'était pas engagé. Un individu soupçonné d'avoir donc commis cet acte a été interpellé directement. Selon une source policière, il s'agirait d'un Français d'une quarantaine d'années, de 40 ans, qui serait né en République démocratique du Congo. Il serait connu des services de police pour un meurtre qu'il aurait commis en 2018. Et il aurait été ensuite interné en psychiatrie. Il se dit, toujours selon une source policière, il se dit chrétien et aurait crié au moment des faits « Dieu est grand » en français. Voilà, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a également réagi sur les réseaux sociaux en apportant son soutien aux forces armées qui protègent et sécurisent la vie des Français, alors même que les JO commenceront à Paris d'ici 2 semaines, à moins de 2 semaines. Oui, vous l'avez dit, Godéric, mais encore une fois, la flamme olympique s'est baladée toute la journée. On est dans un endroit hyper sécurisé. Juste, je voudrais que vous nous décriviez ce qui est autour de vous, parce qu'encore une fois, il y a quelques minutes, on a vu passer des voyageurs. Donc, un petit périmètre de sécurité empêche l'entrée à cet endroit. Alors, pour quelle raison? C'est l'endroit où a été interpellé l'homme tout à l'heure? Alors bien sûr, tout à fait. Vous voyez ici une entrée de la gare que vous voyez sur ces images. Des militaires également qui arrivent sur place. Donc normalement, cet accès de la gare est ouvert, mais un périmètre a été désigné tout autour. Pourtant, derrière moi, vous pouvez voir plusieurs bus de touristes et de voyageurs qui continuent toujours d'affluer. Il y a encore beaucoup de monde à côté de ces rues-balises. Mais effectivement, le périmètre que nous vous avons montré est le périmètre où justement l'individu a été interpellé alors même que ce militaire se trouvait en opération Sentinelle. Merci beaucoup, Godéric. Vous restez bien évidemment connectés avec nous. On suit vos images en direct. Dernière petite chose avec Claude Moniquet, c'est sur les attaques au couteau qui se sont multipliées. L'attaque au couteau, c'est vraiment impossible de cribler ce genre d'attaque. D'abord, c'est très simple de se procurer, on le sait tous, un couteau, une lame longue, et c'est effectivement la nouvelle menace, la néo-menace, la nouvelle forme de terrorisme ou d'attaque. Là, il ne s'agit pas de terrorisme ce soir, on le rappelle, mais une nouvelle forme d'attaque facile et indétectable. Oui, si vous le permettez, je voudrais d'abord revenir sur quelque chose qui a été dit au sujet de ce transfert de l'attaque en groupe à l'époque de l'État islamique au Moyen-Orient aux attentats individuels. Je ne serai pas aussi rapide et aussi définitif sur cette question. On a très bien vu depuis 1 an le retour de complots terroristes en groupe, donc, et en groupe constitué, en réseau, qui sont liés à l'État islamique. Plusieurs de ces réseaux ont été démantelés en Europe, entre autres entre la Belgique et la France, entre l'Allemagne et l'Autriche, qui visaient à commettre des attentats relativement massifs. Et on a très bien vu à Moscou, avec l'attaque du Crocus City Hall en mars, que l'État islamique au Khorasan avait pris le relais aujourd'hui de ce qu'avait été l'État islamique au Moyen-Orient, enfin dans la zone irako-syrienne, et présentait un danger international, y compris pour l'Europe, parce qu'il s'appuie sur des communautés présentes en Europe. Maintenant, pour revenir, donc n'enterrons pas trop vite le terrorisme en réseau, mais effectivement, ce à quoi on a assisté ces dernières années, depuis 2017 essentiellement, ce sont des attaques à la voiture bélier ou essentiellement à l'arme blanche, couteau, machette, parfois marteau. Et là, effectivement, on est en face d'une menace qui est beaucoup plus difficile à prévenir quand elle émane d'un individu relativement isolé, pas d'un loup solitaire. Ça n'existe pas. Il y a toujours des gens qui les ont recrutés, qui les ont motivés, parfois qui les ont armés, parfois qui les ont accompagnés
sur les lieux de leur crime, comme ça avait été le cas pour Anzarov quand il avait assassiné le professeur Paty. Mais effectivement, c'est plus difficile à prévoir, d'autant plus qu'il y a deux autres phénomènes qui sont très inquiétants. C'est le rajeunissement de ces activistes, de ces terroristes. On a aujourd'hui des adolescents qui ne sont pas encore toujours repérés par les services de renseignement. Et on a également des radicalisations express, comme disent parfois les services, c'est-à-dire des gens qui, pour des raisons psychologiques ou autres, en quelques jours, en quelques semaines au maximum, peuvent basculer d'une vie relativement normale à une emprise djihadiste qui va les pousser au passage à l'acte. Donc nous sommes effectivement dans une situation qui est extrêmement tendue, extrêmement dangereuse. Merci beaucoup Claude Moniquet pour votre éclairage. Il est presque 23h30. Vous êtes sur CNews. Attaque au couteau, militaire blessé, gare de l'Est. On va tout vous raconter, revenir sur les faits et le profil de celui qui a été arrêté, qui est l'auteur présumé de ces coups de couteau, avec Noémie Schulz. Oui, bonsoir Olivier. On en sait effectivement, on a petit à petit un peu plus d'éléments concernant le profil de cet homme interpellé après avoir porté un coup de couteau à l'épaule d'un soldat déployé dans le cadre de l'opération Sentinelle dans la gare de l'Est. Un mot sur ce soldat qui a eu une plaie saignante, a été évacué à l'hôpital mais dont les jours ne sont pas en danger. Concernant donc l'assaillant, c'est un homme qui est né au Congo en 1984, qui a été naturalisé français en 2006, qui était donc de manière régulière sur le territoire français, qui a crié en français « Dieu est grand » au moment de l'attaque et qui se présenterait comme étant chrétien. Il justifierait ce passage à l'acte par le fait que des militaires français tuent des gens, tuent des gens dans son pays et que c'est la raison pour laquelle il s'en serait lui aussi pris à un militaire. Alors c'est un homme surtout qui était déjà connu de la police et de la justice, puisque il est fiché au traitement des antécédents judiciaires au TAJ pour un meurtre en 2018. Mais cet homme au profil psychiatrique visiblement très lourd, n'avait pas, visiblement pas été jugé, condamné dans cette affaire. Et il faudra encore, cela reste à être validé par les autorités judiciaires, par le parquet de Paris que nous avons sollicité. Il a sans doute été déclaré irresponsable pénalement et c'est la raison pour laquelle il n'était pas incarcéré. Alors là encore, je tiens bien à préciser que dans ces cas-là, les autorités ne peuvent absolument rien faire là-dessus. Ce sont des experts, des médecins psychiatres qui statuent sur l'irresponsabilité pénale d'une personne quand on juge que son discernement était aboli au moment du passage à l'acte. Et bien dans ce cas-là, elle ne peut pas répondre de ses actes devant la justice, elle ne peut pas être condamnée, elle ne peut pas être incarcérée en prison. En revanche, et ça avait été le cas à l'époque, il avait été placé en hôpital psychiatrique. On ne sait pas pour quelle durée. Ce qui est sûr, c'est qu'il était aujourd'hui libre de ses mouvements et qu'il en a profité pour s'en prendre à nouveau à quelqu'un et aujourd'hui à un militaire. C'est Noémie, il se dit chrétien, vous l'avez dit, il aurait crié « Dieu est grand » en français. Il dit avoir agi parce que les militaires tuent des gens dans son pays, a ajouté une source policière. Paul Melun. Non, je ne veux pas remettre en question la notion d'irresponsabilité pénale, elle est pertinente. C'est-à-dire que si cet homme est reconnu par, comme l'a très bien rappelé Noémie, des psychiatres, des médecins qui, compétents, ont regardé le cas et se sont dit « cette personne-là a commis ce meurtre en 2018 parce qu'elle est dérangée », eh bien dans ces cas-là, effectivement, on ne juge pas les fous et il y a autre chose qui est mis en place. Ce qui est incompréhensible, c'est pas ça. Ce qui est incompréhensible, c'est qu'après avoir commis un meurtre, on soit quelques années plus tard, 6 ans plus tard, dans la rue sans la moindre protection. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. À nouveau, il n'y a pas de suivi. Il pourrait y avoir, qui soit dans une unité pour le coup pour les malades difficiles, avec camisole, etc., et qui ne sortent pas. Là, on comprendrait. On dirait bon, bah effectivement, sa place n'était pas à Fleury-Mérogis, elle était dans une structure adaptée. Mais là, si vous voulez, c'est sans faire de la grande philosophie de la justice. Là, la vocation de la justice de ce point de vue-là, c'est d'écarter la personne qui représente un danger pour une société pacifiée, démocratique qui s'appelle la France accessoirement, et mettre cette personne-là hors d'état de nuire et hors d'état de recommettre
reconnaître un meurtre. Parce que sinon, il y a beaucoup de téléspectateurs qui vont se dire ce soir, s'il y en a un comme ça, il y en a peut-être d'autres qui sont connus pour des antécédents psychiatriques, voyez-vous, qui ont reconnu avoir commis un meurtre en 2018, 2017, 2016, et qui sont dans la rue comme ça, qui peuvent se promener avec un couteau. C'est proprement scandaleux. Il y a une question de criblage, hein, puisqu'on a bien compris qu'on était incapable de cribler, de voir ce genre de profil. Et peut-on même les garder? Et combien de temps peut-on les garder C'est quand même aussi le problème de tous les malades qui commettent des actes de violence et des crimes et des délits. Je pense aux violeurs. Écoutez, c'est pas le cas ce soir, mais on s'étonne souvent que des violeurs récidivent et après on se dit ils ont déjà fait ça il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, voire ils sont multirécidivistes. Il y a vraiment un problème de suivi. Ça a été très bien dit par Paul, de la maladie et de l'accompagnement de cette maladie dans un contexte qui peut être sédatif, c'est-à-dire avec effectivement des médicaments, de l'accompagnement des équipes de médiation, mais aussi une difficulté de laisser ces personnes en pleine liberté, sans contrôle, puisqu'on le voit bien. Peu de temps après, elles récidivent pour des moyens que l'on annonce aujourd'hui au nom de Dieu ou d'autres moyens, au nom d'une défense d'un pays à laquelle la France n'est pas, comment dirais-je, un tortionnaire, il faut aussi le reconnaître, puisqu'elle a quand même porteur de valeurs et de liberté, surtout nos militaires en action à l'étranger. Et on voit bien la difficulté d'un système pénal qui n'a pas de moyens, d'un système d'accompagnement de santé de ceux qui sont tout simplement ce type de criminels, de pouvoir tout simplement être dans un espace libre sans commettre des actes odieux. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Mais la justice ne peut pas garder quelqu'un dans un hôpital. Mais il y a d'autres lieux que les hôpitaux. Évidemment. Oui, alors la justice ne le peut peut-être pas, mais les lois, ça peut évoluer aussi. Et au moment où notre pays est bloqué, et visiblement sans majorité possible à l'Assemblée nationale, il n'est pas interdit d'essayer de chercher une manière d'avancer sur ces sujets-là. Vous savez qu'à droite, nous proposons, notamment avec Laurent Wauquiez, un pacte législatif. Rien ne nous empêcherait demain d'avoir des dispositions, par exemple, sur la rétention de sûreté, qui est la disposition qui est prévue comme une forme de peine complémentaire pour bien garder l'individu dangereux hors d'état de nuire tant que sa non-dangerosité n'est pas établie, ce qui existe déjà, notamment pour les criminels sexuels. Et d'ailleurs, certains avaient proposé, nous l'avions proposé à droite, que ça puisse être également le cas pour des individus condamnés, par exemple pour terrorisme ou pour apologie du terrorisme. Et nous pourrions très bien avoir le même type de mesures, évidemment, pour des individus qui ne sont pas reconnus comme étant responsables pénalement, mais qui néanmoins présentent une dangerosité, avec tout simplement le principe qui consiste à dire que tant qu'un collège d'experts n'a pas reconnu qu'ils ne pouvaient pas nuire, il faut qu'ils puissent rester dans une forme de privation de liberté, avec un suivi évidemment, comme l'a dit tout à l'heure Paul Melun, qui soit un suivi médical, psychiatrique, mais il est important qu'on puisse mettre ces individus évidemment hors d'état de nuire, parce qu'autrement c'est incompréhensible. Puis il y a une deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, parce que ce soir il faut quand même qu'on se rappelle qu'il y a aussi dans notre pays une partie de notre classe politique qui passe son temps à expliquer par exemple qu'il faut désarmer la police. Et j'aimerais que dans ces moments-là, où ce sont des militaires, des forces de l'ordre qui sont prises pour cible, qu'on se souvienne que ces élus-là, notamment de la France insoumise, font comme si ça n'existait pas. Voilà. Et expliquent que notre police aujourd'hui ne doit pas être armée parce que c'est elle la menace. Je suis désolé de le dire, ce n'est évidemment pas notre police qui est la menace, ce ne sont pas nos militaires, ce sont les individus qui s'en prennent à eux, qui s'en prennent à elle. Et en l'occurrence, c'est important qu'on se le redise, parce que tout cela ne vient pas de nulle part non plus, sur le plan culturel, sur le plan idéologique. Et tous ces élus qui passent leur temps à expliquer que c'est normal d'en vouloir à la police, que peut-être d'ailleurs, on verra ce que l'enquête dira, mais si j'ai bien compris ce que disait cet assaillant, tout le discours aussi colonial, de repentance, qu'on entend beaucoup. Les militaires tuent des gens dans mon pays, la République démocratique du Congo, pour un homme donc qui a été nationalisé, qui a reçu sa nationalité en 2006. Il est français, qui a 40 ans. Je vous coupe parce qu'on est en ligne avec Reda Bellage, porte-parole unité Île-de-France, et qui a sans doute écouté il y a un instant ce que disait Othman Nasrou. Peut-être revenir sur les informations dont vous disposez, si vous avez des informations complémentaires à celles qu'a données il y a quelques minutes Noémie Schulz. Alors on va parler au conditionnel, puisqu'il faut respecter le cadre judiciaire évidemment. Ce qu'on sait, c'est qu'en effet, un militaire de Sentinelle a été blessé au niveau de l'épaule, que l'individu aurait pris la fuite par le métro, il s'en serait pris à une personne civile en lui mettant également 3 coups de couteau,
Puis, il a été interpellé par les compagnies de sécurisation et d'intervention de Paris. Un des collègues de cette compagnie a dû même faire les gestes de premier secours pour la victime qui a été attaquée au niveau du métro. Donc, malheureusement, les informations, elles arrivent au fur et à mesure. Donc, on attend, on suit avec intérêt. Reda Bellage, c'est pas la première fois qu'on s'en parle. Alors là, ce sont des militaires, c'est arrivé aussi à des policiers, mais l'utilisation du couteau est devenue quelque chose d'absolument courant. Et on le disait tout à l'heure, c'est impossible de cribler, impossible d'anticiper une attaque au couteau, parce que tout le monde peut se procurer un couteau, il suffit d'aller dans le magasin qui est en face de la gare de l'Est pour en trouver un. Et, écoutez, moi j'en ai déjà parlé sur votre plateau pour le coup. Pour moi, c'est simple, en fait. Le port du couteau, c'est 1 an de prison, 15 000 € d'amende. Voilà. Ce n'est jamais appliqué. Même 1 semaine de prison, c'est jamais appliqué. Donc, à un moment, il faut attaquer le problème à la racine. Problème psychologique, attentat terroriste, violence de mineurs. Port de couteau, c'est comme ça qu'on prévient, c'est comme ça qu'on dissuade. C'est soit des mesures de prévention pour certains, soit, dans ce cas-là, pour les individus qui sont dangereux ou irresponsables, il faut les protéger parce que à chaque fois, quel que soit le motif, quel que soit le profil, ceux qui doivent faire face, ce sont les forces de l'ordre. On l'a vu encore ce soir. Gare de l'Est, peut-être parler de la population qui se trouve à l'intérieur comme à l'extérieur de cette gare de l'Est, comme celle de la gare du Nord, alors qu'il y a beaucoup de touristes qui arrivent pour les Jeux Olympiques, alors qu'encore une fois la flamme olympique a fait son parcours dans les rues de Paris de manière assez joyeuse, il y avait beaucoup de touristes, et la gare de l'Est, c'est un endroit qui paraît toujours, lorsque vous y allez, vous regardez à droite, vous regardez à gauche. Hein. C'est comme la gare du Nord. Il y a des gens qui sont toujours un peu louches. Et pourtant, il y a l'opération Sentinelle, il y a les militaires, il y a les policiers autour. Oui, on vient d'être... Unité Île-de-France se bat depuis 1 an pour renforcer justement les services de police qui sécurisent les gares parisiennes et d'Île-de-France. On a touché, il y a quelques jours, c'est-à-dire le 9 juillet, on a touché 186 effectifs qu'on attend depuis 1 an et qu'on sollicite depuis 1 an. Donc on est à peu près à 1150 effectifs pour gérer tous les transports en commun d'Île-de-France. Donc on a été renforcé. Maintenant, c'est toujours la même chose. Si vous interpellez les individus, et ne serait-ce que pour un port de couteau, mais qui sont pas poursuivis ou qui sont pas forcément emprisonnés selon la dangerosité des individus, bien sûr, mais qui soient emprisonnés ou protégés, ou mis à l'écart de la société quelque temps, soit par un système éducatif, soit un système un peu plus répressif. Mais en tout cas, il faut les isoler. Et vous pouvez mettre autant de policiers que vous voulez. Si un individu qui attaque au couteau, vous avez 1 millième de seconde pour prendre une décision, faire usage de votre arme de service. Malheureusement, ce qui semblerait être le cas là, on n'a pas eu assez le temps de réagir. Mais comme vous l'avez dit, gare de Lyon, gare de l'Est, gare du Nord, on l'a vu encore au mois de janvier de l'année dernière avec l'attaque par une personne qui était SDF et qui faisait l'objet d'une OQTF. Je ne vais pas dire que c'est courant, mais ça commence à devenir vraiment régulier. Merci beaucoup Reda Bellage pour ces informations. Vous nous avez indiqué que le parcours, peut-être le parcours de l'auteur aurait pu faire d'autres blessés ce soir. C'est une victime civile a priori, et on en revient exactement à ce que je disais, c'est-à-dire que les lois ne sont pas appliquées. C'est quelque part une philosophie de société. Paul Melun a commencé à en parler aussi, mais c'est-à-dire qu'à un moment, on doit avoir une philosophie de société. En tout cas, je pense que les Français aspirent à ça. Je vous coupe. Une victime civile. Donc vous l'avez dit, Noémie Schultz. Peut-être vos dernières informations. Avec qui j'ai pu m'entretenir ce soir me disent qu'il a été interpellé immédiatement après s'en être pris aux soldats de l'opération Sentinelle. Donc je n'ai pas cet élément-là. En revanche, j'ai la confirmation à l'instant que cet homme, effectivement, qui était connu pour un précédent meurtre qui s'était passé déjà dans les transports en commun à la station de métro Châtelet, des faits donc, qui remontent à 2018, il avait été déclaré irresponsable pénalement en raison de l'abolition de son discernement, ce qui explique donc la raison pour laquelle il n'était pas incarcéré. Je n'ai pas encore d'éléments me permettant de savoir combien de temps il avait passé en hôpital psychiatrique à l'époque, mais il avait été incarcéré
incarcéré. Après, vous savez, la difficulté, c'est que la justice perd la main une fois que la personne est déclarée irresponsable pénalement. C'est la médecine qui prend le relais et qui peut estimer à un moment donné que la place de cette personne n'est plus forcément en hôpital psychiatrique. C'est également couvert par le secret médical. Merci beaucoup de vos informations précieuses, Noémie. Peut-être encore un mot sur l'irresponsabilité, parce que le sujet ce soir, c'est cette question d'irresponsabilité en réalité. Oui, c'est l'irresponsabilité pénale, mais aussi le suivi médical de ces publics-là. Et c'est là-dessus, on l'a tous dit, on est démunis. Chacun a rappelé la nécessité, et ça a été bien rappelé par Reda Belladj à plusieurs reprises dans son discours, c'est l'application des peines. Alors là, on voit bien qu'il y a des trous dans la raquette, je le redis, en matière médicale, puisque apparemment cette personne a suivi, mais on le saura demain ou après-demain, a suivi un traitement et qu'après il s'est retrouvé dans la nature en étant aussi dangereux, puisque ce soir... Du coup, il n'y a pas de problème d'application de peine. Non, mais l'application, en tous les cas, de... comment dirais-je, le fait d'être enfermé ou de suivre un traitement, c'est une peine aussi, puisque c'est une décision de justice. Ce n'est pas une peine d'emprisonnement, mais il est dans un protocole médical. Il est dans un protocole médical. J'ai fait assez de droit pénal pour le savoir, je l'ai même enseigné. Donc la difficulté, elle est effectivement de cette irresponsabilité médicale, et surtout dans cette période aujourd'hui, vous l'avez rappelé, Olivier, où chacun peut se fournir cette arme. Et on n'est pas à l'abri d'autres personnes irresponsables. Je crois que Noémie Schulz voulait intervenir. Simplement, on l'a entendu, on vous a entendu, mais allez-y, Noémie. Oui, pardon, je réagissais, mais précisément, ça n'est pas une décision de justice. La justice le déclare la personne irresponsable pénalement, et ensuite, effectivement, on n'a plus la main sur le parcours de cette personne. Donc, en cas d'irresponsabilité pénale, en cas d'abolition du discernement, ça n'est pas un problème de peine qui n'est pas appliqué, pas dans ces situations précises. Et c'est la raison aussi pour laquelle on est aujourd'hui, on se demande, on s'interroge et on se trouve un peu démunis en se disant pourquoi on n'arrive pas à... Bah oui, mais c'est la question. Il y a de plus en plus de tarés dans notre société. C'est-à-dire que vous voyez de plus en plus une augmentation de l'ultra-violence et une augmentation justement de personnes qui ont des profils psychologiques et psychiatriques, qui sont beaucoup plus importants. Et pour autant, les moyens en termes de santé, je le répète, en termes de santé psychiatrique, ont baissé drastiquement entre 1970 et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a perdu 70 000 places de lit. On était à 120 000 contre 50 000 aujourd'hui. Donc si, par cas, vous voulez justement lutter contre ce fléau aujourd'hui, qui est un fléau majeur et que subissent les Français, il faut changer de doctrine, augmenter effectivement les moyens en termes de santé psychiatrique, comme je le disais, mais également après procéder à un changement, une révolution en termes de société, et justement en finir avec ce principe de précaution justement qu'on a partout, mais qu'on retrouve partout dans la société, mais qu'on retrouve jamais en termes de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'il y a un problème de sécurité, la doctrine des pouvoirs publics, c'est plutôt justement de protéger, c'est ce qui a été appelé, les criminels plutôt que les Français. Juste une chose sur cette question de l'irresponsabilité pénale. D'abord, je n'aimerais pas qu'on pense que c'est le seul problème qu'on a dans notre pays. J'entends que c'est peut-être évidemment ce qui s'est produit, la cause de ce qui s'est produit ici, ce problème psychiatrique chez cet individu, vraisemblablement. Mais néanmoins, la question de l'insécurité ne se résume évidemment pas à la question des responsabilités pénales. Si nous n'avions que des gens qui ont perdu leur discernement, qui passaient à l'acte et qui se rendaient coupables d'actes de violence, nous n'aurions pas ce sujet-là. Donc tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure reste totalement vrai et méritait d'être rappelé. Sur cette question de l'irresponsabilité pénale, d'abord, ça a été dit tout à l'heure, je veux revenir dessus. Moi, j'ai été marqué par un certain nombre de jugements, pour le coup de jugements, qui disaient que sous l'emprise de stupéfiants, on pouvait être reconnu là aussi irresponsable pénalement. Ça me paraît totalement inacceptable. L'affaire Halimi. L'affaire, tout à fait. Donc je suis désolé que l'emprise de la drogue n'est pas un motif d'abolition du discernement. Là aussi, il faut que les jurisprudences évoluent. Et puis, encore une fois, le fait qu'on soit irresponsable pénalement n'exclut pas que la loi puisse prévoir des mesures qui s'apparentent à une forme de contrôle judiciaire, en tout cas de suivi médical, obligatoire et renforcé. Il nous faut conclure. Bien sûr, là-dessus... Il y a déjà, vous avez des experts psychiatriques qui peuvent avoir des avis divergents, donc ce n'est pas parole d'évangile. Et ensuite, rien n'empêche de prévoir une période de sûreté, même dans un cadre médical, en fait. Et la question, on en revient à la question philosophique. Qu'est-ce que doit faire une société? Qu'est-ce que doit faire un État? Normalement, c'est la base des fonctions régaliennes de l'État, c'est de protéger, hors d'état de nuire, les personnalités qui sont nuisibles pour la collectivité. Or, force est de constater que pour ce cas-là, et pour malheureusement de trop nombreux cas dans le passé, ça n'a pas été fait, et donc on en revient à cette problématique
du laxisme judiciaire. Et la loi. Mais pas simplement, ce soir, du laxisme judiciaire. C'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure. C'est pas simplement le laxisme judiciaire. C'est pour ça qu'on ne peut pas exonérer exonérer pour des raisons médicales, d'injonctions thérapeutiques, contrairement à ce qu'on peut laisser à croire. Il faut aussi que pénalement et civilement, ces personnes soient responsables des actes qu'ils commettent, y compris dans leur accompagnement et dans la sûreté que l'on met à ces personnes afin qu'ils ne récidivent pas. Je suis désolé, le dernier mot est à Noémie Schulz. Un mot pour dire qu'il y a eu une réforme en 2021 du régime d'irresponsabilité pénale. On se souvient, vous avez parlé de l'émotion suscitée par l'affaire Sarah Halimi. Emmanuel Macron avait demandé à ce que la loi évolue. On ne juge toujours pas les fous en France, mais 2 exceptions sont prévues par le texte. Il n'y aura plus d'irresponsabilité pénale si l'abolition temporaire du discernement résulte de la consommation proche de psychotropes pour le but de commettre une infraction. Et il sera possible de réprimer la consommation de produits psychoactifs comme la drogue ou l'alcool si la personne savait que cela pouvait la conduire à des violences ou à un homicide dont elle a été déclarée irresponsable. Merci beaucoup Noémie Schulz. Je remercie tous d'avoir participé à cette émission. Charles-Henri Gallois, Bernard Cohen-Haddad, Mathieu Hoc, Othman Nasrou, Paul Melun et Noémie Schulz que je salue et que je remercie encore une fois pour ces précisions ce soir. D'autres infos arrivent évidemment dans un instant sur CNews.